Bonjour et bienvenue à cette présentation par la CPTS SEMSO et plus particulièrement par le groupe qui travaille sur la lutte contre le risque iatrogénique médicamenteux, notamment chez les usagers de traitements à fort potentiel addictogène que sont le tramadol et la prégabaline. Le docteur Yannick Schmitt, médecin généraliste, et le docteur Alexandra Champer, pharmacien d'officine, vont vous présenter le fruit du travail de ce groupe. Alors, rappelons ce qu'on considère comme un mésusage médicamenteux. C'est l'utilisation inappropriée mais intentionnelle d'un médicament de façon non conforme à l'autorisation de mise sur le marché ou aux recommandations de bonnes pratiques. Alors, il faut différencier le mésusage de l'erreur médicamenteuse. Là, dans l'erreur médicamenteuse, en fait, c'est non intentionnel. En fait, on se trompe de médicament. Et le différencier aussi du surdosage ou de l'abus médicamenteux. Alors au niveau des chiffres, c'est vrai que la CNAM rapporte que 20% des prescriptions en Europe et aux États-Unis se font hors AMM. Donc on voit l'ampleur que peut avoir ce mésusage. Et la France est évidemment souvent mauvais élève sur une étude qui portait sur 9 molécules. Sur 6 des 9 molécules, la France en Europe était numéro 1 du mésusage médicamenteux. Et alors, les chiffres que nous venons d'évoquer parlent d'eux-mêmes. Le mésusage médicamenteux est vraiment un problème de santé publique. C'est pour ça que depuis juin 2023, la NSM a pris les choses en main et a mené une campagne de prévention du mésusage médicamenteux. Alors cette campagne passe aussi bien par une cartographie en fait des molécules concernées, des classes concernées grâce à l'addictovigilance, mais aussi par une campagne d'information à destination des professionnels de santé, mais aussi des patients, notamment grâce à une campagne assez sympathique qui serait intéressante à afficher dans les salles d'attente. Par exemple, vous avez les médicaments contre l'anxiété, c'est pour une courte durée, voir ses potes, c'est non-stop. Voilà, donc ça c'est la NSM qui propose ça. Elle propose aussi d'autres outils que vous pouvez consulter sur le site de la NSM. Alors à notre niveau, le niveau de la prescription, de l'administration, de la délivrance, dans le cadre de ce dispositif, il y a bien sûr les règles de dispensation qui ont été mises en place. On connaît les règles notamment par exemple pour les hypnotiques avec une prescription qui est limitée à 4 semaines. Certains doivent être libellés en toutes lettres sur une ordonnance sécurisée. On sait par exemple que pour le tramadol, les dérivés de codéine, la prescription est limitée à 3 mois. Là aussi, depuis récemment, sur des ordonnances sécurisées, écrites en toutes lettres. Donc voilà, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la prévention de ce mésusage médicamenteux. Alors, parmi les principaux médicaments à risque de mésusage, il y a bien sûr les médicaments à base de morphine et leurs dérivés comme le tramadol ou la codéine, les médicaments hypnotiques que l'on connaît tous, les anxiolytiques bien sûr, également les médicaments type prégabaline qui sont bien connus dans le mésusage et le risque addictogène, puisque toutes ces molécules ont en plus un risque addictogène et un potentiel addictogène très fort avec la perte de contrôle et les troubles des conduites qui vont avec. D'autres molécules sont utilisées d'une manière détournée à des fins plus récréatives, et notamment tous les médicaments de la dysfonction érectile, les analogues du GLP-1 ou encore les antihistaminiques. Alors, pour faire un point sur le tramadol, petit rappel, le tramadol est donc un opioïde faible qui est utilisé dans le traitement des douleurs modérées à intenses de l'adulte et de l'enfant de plus de 12 ans. Au niveau pharmacologique, c'est un agoniste morphinique, mais c'est également un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et il augmente également la libération de la sérotonine. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait le tramadol, il a une dualité, c'est-à-dire c'est à la fois un antalgique, mais il a également une composante antidépressive. Donc on imagine très bien du coup la dépendance physique et psychique qu'on lui connaît. Et il faudra surtout se souvenir que la dose maximale journalière de tramadol est de 400 mg par jour.
Et effectivement, l'action du coup de cette molécule, du tramadol, va être à la fois antalgique, avec une action véritablement sur les récepteurs morphiniques, et une action sur les récepteurs noradrénergiques et sérotoninergiques. Et donc effectivement, le tramadol va être utilisé dans cette optique antalgique de palier 2, donc avec une inefficacité du palier 1 ou d'emblée si le VA est au-dessus de 4, avec la potentialité d'effets secondaires qui sont présents chez beaucoup de nos patients, puisqu'on estime qu'à peu près 10% de la population s'avère être des métaboliseurs rapides, donc vont dégrader la molécule rapidement, avec un principe actif qui va du coup augmenter dans des proportions importantes en concentration dans le sang, et donc créer les effets secondaires qu'on lui connaît, que ce soit des troubles neurologiques, de l'agitation, de la somnolence, éventuellement des nausées, des vomissements, des diarrhées éventuellement, et également au long cours d'autres pathologies, d'autres symptômes, comme les symptômes de sevrage à l'arrêt liés à sa composante antidépressive, de l'anxiété, de la baisse de l'humeur, des attaques de panique à proprement parler, voire plus grave, de la confusion, des hallucinations. Alors au niveau des chiffres, il faut savoir que c'est le premier antalgique impliqué dans les décès liés à la prise d'antalgiques derrière la morphine. Et au niveau de la falsification d'ordonnance, le tramadol est numéro 2, juste derrière la codéine. Alors justement, pour un petit peu réduire les risques de mésusage et revenir un petit peu sur la réglementation, depuis 2020, le tramadol, sa durée maximum de prescription est passée à 12 semaines. Depuis janvier 2023, on l'a vu, la NSM, dans sa campagne de prévention, a proposé au laboratoire vivement de proposer des conditionnements avec 10 ou 15 comprimés pour vraiment ne délivrer le produit que pour la durée nécessaire de la douleur. Et enfin, au niveau de la prescription, depuis mars 2025, le tramadol est passé dans la législation des assimilés stupéfiants. Il doit être prescrit sur une ordonnance sécurisée, en toutes lettres, dosage et posologie. Et bien sûr, on rappelle que le meilleur moyen de réussir à l'arrêter, c'est de ne pas le commencer, ou en tout cas de se poser la question du bénéfice-risque à l'initiation du traitement, puisque encore trop souvent, on voit des ordonnances type avec du tramadol dessus, alors que d'autres antalgiques de palier 2 existent et qui ont moins d'effets délétères, notamment en termes de mésusage. Alors, concernant la prégabaline, c'est vrai que c'est aussi une molécule à fort risque de mésusage, notamment actuellement. Rappelons que la prégabaline est un analogue du GABA qui est indiqué notamment dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, mais aussi de l'épilepsie partielle et du trouble anxieux généralisé. Donc, de par son mécanisme d'action pharmacologique via le GABA, on comprend tout à fait qu'il y a très rapidement un risque de dépendance physique, mais également psychique. Alors, la prégabaline, il faudra vraiment faire attention à instaurer et réduire d'ailleurs les posologies par palier progressivement, tout en ayant en tête que la dose maximale journalière est de 600 mg par jour. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a souvent un mésusage du fait d'une augmentation progressive des doses au-delà de l'AMM et au-delà des recommandations, alors que initialement la douleur était bien présente et l'indication était bien réelle. On en vient à avoir une augmentation progressive des doses juste pour réussir à avoir à peu près le même effet. Et effectivement, la prégabaline est souvent instaurée dans un contexte de douleur neuropathique avec un échappement progressif des doses, en tout cas une augmentation progressive des doses pour réussir à avoir le même effet au niveau antalgique. Et donc, il faut être très attentif à ne pas dépasser la dose maximale recommandée parce que ça peut être effectivement une demande de nos patients. Par ailleurs, la prégabaline peut être utilisée à des fins plus euphorisantes, plus récréatives, cette fois-ci pris en sniff avec un effet shoot qui peut être recherché. Et dans ce cas-là, il est souvent associé à d'autres molécules qui peuvent du coup potentialiser les effets.
Peut-être qu'en tant que prescripteur, vous avez été confronté à des patients très insistants pour cette molécule en particulier, avec un discours parfois stéréotypé d'accidents de la voie publique dans le passé et de douleurs neuropathiques qui s'en sont suivies. Et on sait aujourd'hui que des réseaux se sont constitués pour à la fois la délivrance des ordonnances, aller chercher ensuite les médicaments à la pharmacie et revendre ce médicament dans la rue puisqu'il est particulièrement bon marché et qui peut du coup être revendu très facilement. Alors, afin de réduire les risques de mésusage, encore une fois, réglementairement, les possibilités sont depuis mai 2021, effectivement, de prescrire la prégabaline comme un assimilé stupéfiant sur une ordonnance sécurisée et de limiter les renouvellements à 6 mois. Parmi les différents objectifs fixés, notre groupe de travail a élaboré 2 fiches de repérage concernant le mésusage du tramadol et de la prégabaline, fiches que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans l'espace ressources. Alors elles reprennent non seulement les informations que nous venons d'évoquer, mais également les règles de prescription pour réduire les risques et surtout comment prendre en charge un patient chez qui on détecterait un mésusage. Je vous propose de regarder de suite une mise en situation. Alors, on se voit aujourd'hui parce qu'on a identifié, ma collègue a identifié qu'il y avait quand même un problème autour de la prise de ce médicament. Je vous propose qu'on discute de ça lors de cette consultation et qu'on revoie ensemble un petit peu où se situe le problème. Déjà peut-être on va commencer par revoir un petit peu pourquoi vous prenez ce médicament, qu'est-ce qui a fait que vous commenciez à le prendre et comment vous le prenez aujourd'hui, à quelle dose, à quelle fréquence dans la journée, et puis dans quel contexte, hein, et qu'on voit ensuite éventuellement s'il y a besoin de faire éventuellement une prise de sang ou un test urinaire, de revoir aussi ensemble un petit peu la posologie, puisque là, vu les délivrances de médicaments, vous êtes probablement un petit peu au-dessus de la dose recommandée, donc on va essayer déjà d'arriver au maximum qui est recommandé, et puis ensuite de diminuer progressivement, puisque ce médicament nécessite vraiment un arrêt très progressif, très lent, et on va bien sûr s'adapter aux effets secondaires que vous pouvez avoir avec cet arrêt du médicament. On va essayer aussi de trouver une alternative, puisque peut-être que les symptômes que vous avez sont toujours là, et qu'il va falloir quand même les prendre en charge d'une autre manière. Et peut-être même qu'on va avoir besoin d'aide pour ça, et du coup, on va pouvoir solliciter un réseau de prise en charge spécialisé, notamment le XAPA ou éventuellement le CMP de la commune. Et si besoin, on pourra éventuellement se revoir autant de fois que nécessaire et accompagner cette démarche de réduction autant que faire se peut et d'aller ensemble le plus loin possible. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je suis convaincu qu'on va y arriver ensemble.